Fidelium Deus omnium, conditor et redemptor, annonce le curé d'une voix monocorde. Debout derrière l'autel, entouré des 4 chapelains, le prêtre, en surplis, surplombe ses ouailles, balayant du regard tour à tour les têtes inclinées et la voûte de l'église à son comble. En raison de la chaleur orageuse, plutôt précoce pour la saison, il a fallu organiser un enterrement rapide. Ayant discrètement rejoint l'assemblée funèbre, M. Van den Bolk a pris place à l'arrière de l'édifice. Il y fait sombre et frais, malgré la température extérieure déjà élevée à 8 heures du matin. François observe attentivement les personnes présentes aux obsèques de Clotilde. L'allée de droite de l'église n'est plus qu'un sanglot. Partout où se porte son regard, les dos sont courbés, les épaules rentrées, les têtes tremblantes. Les béguines, comme les cisterciens, ont une place fixe dans la nef. La très grande majorité des femmes a les doigts agités, triturant des mouchoirs, pleurant qui sur la parente, l'ami disparu, qui sur un autre être cher disparu, les enterrements ayant comme particularité de catalyser les chagrins, de libérer l'expression des peines, quel que soit le type de perte qui afflige un être humain. À gauche se tiennent les hommes, tout devant le collège communal présent en raison des circonstances exceptionnelles qui entourent ces funérailles, représentés par les bourgmestres patriciens et plébéiens, accompagnés tous deux par leurs échevins, receveurs et conseillers respectifs. François reconnaît le lieutenant Amand, qui se tient derrière eux, à côté du clerc du béguinage et des tuteurs ou mambours. Viennent ensuite l'économe et l'aumônier de l'infirmerie, le médecin, le chirurgien, le surveillant des infirmières, le surveillant de la basse-cour, le cuisinier, l'aide, le jardinier. L'inspecteur note aussi la présence du maréchal Ferrand qui, lui, pourrait difficilement passer inaperçu. Tel un bloc de granit, il se tient immobile tout au bout d'une rangée. À 57 ans, Léon a les trapèzes développés d'un haltérophile. Très grand, il a la stature imposante et musclée qui sied à sa profession. S'il est très nerveux intérieurement, il a une maîtrise de soi remarquable. Pas le moindre tressaillement ne perturbe cette silhouette massive qui semble définitivement figée. Ancigitur oblationem quae sumus domine placatus accipias, résonnent à l'unisson les voix graves et hautes des officiants pendant que la sacristaine surveille étroitement les enfants de chœur dans leur dos. Peu habitués aux obsèques en grande pompe, quelques gamins effrontés échangent des moqueries à peine chuchotées, s'amusent à se pincer, s'agitent sur les prie-dieux qu'ils font grincer intentionnellement et reniflent bruyamment. Praesta Domine quae sumus omnipotens Deus requiem aeterna. Tandis que le prêtre conclut l'office, Eulalie, l'organiste, délaisse exceptionnellement son instrument usuel pour entamer un morceau de guitare déchirant. Les croque-morts soulèvent le cercueil un instant mal d'aplomb, rétablissent l'équilibre et l'emmènent dans une procession lente, déclenchant un brouhaha de jérémiades et de sanglots incontrôlés. Les béguines suivent immédiatement le clergé selon l'ordre hiérarchique établi, improvisant une longue chenille noire à tête blanche. La grande dame, la maîtresse de l'infirmerie, celle de Terkisten, suivie de la doyenne, puis des autres béguines respectant strictement leur rang. Les centaines de souliers frottent les dalles lisses en un bruissement continu de petits pas lents et rythmés. Le cercueil emportant Clotilde tourne à droite en sortant, en direction de la tombe creusée en bonne place
juste à côté de l'église, dans la rangée qui sied à son rang de maîtresse de la cour commune. La foule se tient en cercle concentrique croissant autour du cercueil que les préposés ont fait glisser à l'aide de cordes épaisses. Reposant en contrebas, le couvercle de chêne est prêt à être enseveli. Chaque béguine jette de l'eau bénite sur le cercueil en disant « Requiescat in pace ». Elle se signe ensuite et se disperse. Pendant ce temps, dans le joli jardin d'une propriété cossue, un jeune homme rayonnant, musclé et débordant de vitalité s'active. Étienne tombe, ratisse, taille les haies sous les yeux émerveillés d'une belle jeune fille pétillante à la peau laiteuse et aux joues roses. Jeanne, née dans une famille bourgeoise, fille unique d'un grand propriétaire financier et d'une mère élevée dans une famille modeste, a grandi dans le luxe, entourée de domestiques. Elle observe sans vergogne le corps puissant d'Étienne qui, renforcé par les nombreuses heures d'élagage, d'écarissage, détonne avec la tête menue au visage étroit. Les cheveux sont coupés courts. Un épi châtain pointe à l'angle du front. Les oreilles dégagées sont belles, bien sculptées. De petits yeux marrons, dont l'un est souligné par une cicatrice, séquelle d'un accident des branchages, révèlent une personnalité curieuse, droite et franche. Jeanne, séduite par l'allure et l'éloquence de ce jeune homme de 17 ans qu'elle observe en cachette des adultes depuis des mois, a fini par le surprendre. Étienne lui faisant de l'œil depuis quelques semaines, elle s'approche de lui et, sous prétexte de lui demander un renseignement tout en fixant sa petite bouche qui disparaît dans la barbe courte qui lui mange les joues et le menton, elle se hausse sur la pointe des pieds et lui vole un rapide et léger baiser. Instantanément, Étienne lâche l'outil qu'il tenait à la main, enlace vivement Jeanne, la soulève sans la moindre difficulté et la dépose quelques mètres plus loin où il l'embrasse à pleine bouche à l'abri d'un cornouiller en fleurs. Il est tombé amoureux d'elle le jour où il s'est présenté à son domicile pour proposer ses services de jardinier. Il faut dire que Jeanne a hérité de sa mère une grande beauté. Des traits réguliers, des yeux bleus, de longs cheveux blonds aux reflets châtains dorés qui lui tombent jusqu'aux omoplates. Elle les laisse généralement lâches et ne les attache que lors de dîners mondains. Une raie soignée sur le côté droit de la tête donne le mouvement aux mèches raides barrant une partie du front. Sa bouche, bien dessinée, donne à l'ensemble un air doux. Et lorsque le regard se fait sérieux derrière les grands verres carrés des lunettes à large monture noire, on donnerait aisément 2 ou 3 ans de plus à la gamine de 14 ans. Étienne, la main gauche posée, doigt contre le cou et pouce contre la joue de sa dulcinée, lui caresse l'autre joue d'un mouvement de va-et-vient du pouce droit, tout en lui picorant les lèvres de baisers doux, vifs et précis. Quand soudain survient le père qui les surprend à se bécoter. Jeanne, le cœur en fête, a perdu de vue qu'on est samedi, jour où son père est exceptionnellement à la maison. Le serviteur est renvoyé sur le champ, la demoiselle consignée dans sa chambre jusqu'à nouvel ordre. Dès qu'ils comprennent qu'elle s'est amourachée du jeune écarisseur d'arbres, les parents de Jeanne, qui veulent pour elle un mariage digne de son rang, s'empressent de chercher un moyen de séparer les jouvenceaux avant que la jeune fille ne tombe enceinte, et décident de la placer au béguinage. Son entrée est organisée pour la semaine suivante. Il fait 20 degrés. Les hirondelles volent haut dans le ciel. François rentre chez lui pour partager le déjeuner avec sa jeune épouse Mathilde, enceinte de 30 semaines. Plutôt inquiète pour cette première grossesse, elle apprécie que son mari passe le plus de temps possible à ses côtés, surtout en ce moment éprouvant pour ses nerfs fragiles. Elle n'a pas eu la force morale de se rendre aux funérailles, malgré son souhait. Clotilde, dotée d'une âme de sauveuse, était autant sa confidente que sa guérisseuse.
D'une intelligence remarquable, elle connaissait les plantes mieux que quiconque dans le centre de sa ville natale et s'intéressait à la diététique. Elle aurait été médecin s'il avait été un homme. Considérablement influencée par son milieu familial, elle l'avait été en particulier par sa mère, dont elle tenait l'ensemble de ses connaissances. Sa maman l'avait emmenée dès son plus jeune âge découvrir les plantes, cueillir les simples, une activité qu'elle adorait. Secouée par le décès de Clotilde, Mathilde se retrouve éminemment démunie face à la disparition de sa thérapeute. Heureusement, les décoctions qu'elle lui a prescrites commencent à faire de l'effet. Le savant mélange de mélisse, citronnelle, marc de pomme, verveine, fenouil, camomille et écorce de citron exerce ses propriétés calmantes. François avale péniblement la soupe aux épinards mal lavés, dont le résidu de terre crisse sous la dent. Il a horreur de cela, mais reste calme. Gardant son sang-froid en toutes occasions, cet homme ne s'énerve que très rarement. Il recourt à son flegme professionnel dans sa vie privée pour ménager la susceptibilité de sa jeune épouse. C'est donc avec un sourire tranquille qu'il poursuit son repas. Après le déjeuner, le greffier criminel se remet au travail sans traîner. Il a prévu d'aller interroger Régina, la grande dame. Habitant au coin de la rue de Flandre et du vieux marché aux cochons, il décide de faire un détour pour se donner le temps de réfléchir à une stratégie pendant sa balade digestive. Il aime passer par la Barraquestraat, la rue des Baraques, que le gouvernement espagnol a fait construire pour la cavalerie contre le mur clôturant la partie septentrionale du béguinage. Les chevaux stationnés dans leur box, qu'il aime saluer en passant, exercent un effet apaisant sur lui, l'aident à se vider la tête de ses préoccupations familiales. Il aura ainsi toute la concentration nécessaire pour mener son entretien et ne laisser passer aucun détail. Il emprunte le quai aux Houilles. Arrivé à peu près en son milieu, il entend un juron sonore au moment où il passe devant la forge. « Milliards de Dieu !» a laissé échapper Léon, le visage fermé. Un bruit sourd a suivi l'interjection. L'homme a malencontreusement lâché la pièce qu'il travaillait. François entrevoit une forme singulière, à la fois massive et torse, évoquant davantage une œuvre d'art qu'un outil. Visiblement de mauvaise humeur, l'ouvrier répond à peine aux salutations de l'officier de police qui poursuit sa route. Une dizaine de minutes plus tard, il franchit le porche en plein cintre de la petite tour carrée à toit pointu surmonté d'un bulbe dressant une croix. Très vite, il entend la vieille Constance, penchée sur son carreau de dentelle, répéter sa rengaine. « Si c'est pas malheureux, oh, si c'est pas malheureux !» Il la dépasse, longe le parvis de l'église, atteint rapidement la ruelle du Cyprès, songeant que son ancienne appellation porte bien son nom en l'occurrence, Tweedenstraatje, la ruelle des douleurs, et tourne dans la rue du Lilas qui lui fait face. Il s'arrête quelques enjambées plus loin et prend un instant pour observer l'une des deux plus belles maisons du béguinage. La grand-maîtresse occupe une résidence officielle, dans les environs directs de l'infirmerie. La façade de briques rouges et de pierres blanches des constructions jumelles fait le triple de la largeur des maisonnettes communes de l'enclos. Il apprendra qu'elle est plus vaste que la moyenne des maisons parce qu'on y a prévu également des locaux de réunion. À gauche, une porte cochère à l'arc bombé, richement ornée, surmontée de 2 fenêtres à l'étage et de 2 chiens assis en toiture. À droite, l'entrée, desservie par un escalier à 7 marches, élargi dans un souci de grandeur en un demi-cercle majestueux. La porte à moulure, surmontée d'une baie vitrée en demi-roue de charrette, est flanquée de 3 hautes fenêtres étroites à croisillons de bois sombre. 4 fenêtres identiques aux encadrements en pierre calcaire éclairent l'étage. Le pignon à redans dissimule les doubles combles,
percée par 3 petites portes de bois. Attirée par les exclamations de la marmaille mal mouchée, débraillée, rapidement venue encercler l'officier, la grande dame apparaît sur le pas de la porte. Regina invite l'inspecteur à entrer, commande à sa soubrette de servir le café et s'installe en face du clerc du sang. Celui-ci entame d'emblée son interrogatoire après avoir sorti son calepin et son crayon. « N'avez-vous rien vu ni entendu de particulier ces derniers temps ?»« Ben non, c'est tout bonnement impensable ce qui est arrivé à cette pauvre Clotilde. » Le policier opine du chef. Il questionne. Qui était-elle ? J'ai cru comprendre qu'elle occupait une fonction importante dans la communauté. Oui, elle était la maîtresse de la cour commune. La maîtresse ? Oui, le béguinage est régi par 4 maîtresses. Imelda, qui dirige Torkisten, qui veut dire littéralement la caisse, ou la table du Saint-Esprit, que l'on appelle aussi het bakkers, la boulangerie, parce que c'est là qu'on cuit le pain de la communauté et que se font les distributions de vivres aux béguines démunies. Anna, la maîtresse de l'hospice pour les malades et les infirmes, nommée Infirmerie in de Wijngaarde, infirmerie de la vigne, qui en gère les dépenses, et moi-même, qui suis en qualité de maîtresse de l'Église en charge des biens communs, employée à payer les chapelains ou affectée à l'entretien de la chapelle et à l'achat des ornements nécessaires au service divin. La 4e était Clotilde, maîtresse de la Gemeenhof, la cour commune, gérant les fonds destinés à entretenir les clôtures ou haies, les ponts, les chemins et les fossés de l'enclos et à solder les serviteurs. Mais il était déjà question de supprimer cette fondation et de la fusionner avec l'infirmerie. La béguine au visage fripé s'est tue une fraction de seconde, comme prenant subitement conscience de la conséquence. Ce qui se fera probablement plus rapidement en raison du trépas de la malheureuse, ajoute Regina, les yeux rougis par l'émotion. Rattrapée par sa sensibilité, la grand-maîtresse se lève tant pour se chercher un mouchoir de batiste que pour se donner une contenance. Si sa rudesse et sa brusquerie la rendent parfois intimidante, elle cache en réalité une grande générosité. Lorsqu'elle revient, l'officier reprend ses questions. Ces fonctions de maîtresse sont-elles rémunérées ? En est. Outre leurs activités respectives, les supérieurs vérifient le respect des règles très strictes de construction qui vont de la nature de la pierre à utiliser, à l'alignement et la taille du jardin, la grandeur et la couverture du toit. La maison doit être simple et sans luxe. Les murs ne peuvent pas être tapissés, mais doivent être peints en blanc. Les représentations mondaines sont proscrites. Rien que des rideaux simples devant la fenêtre, pas de nappe exagérée, etc. L'ameublement, bien que laissé à la fantaisie de la béguine, suit les mêmes principes. Qui dicte ces règles ? Nous, les supérieurs, et le bon sens aussi. Quel est l'objectif de l'enclos ? Refléter la paix, la tranquillité, être un havre de quiétude où le temps semble s'arrêter. Le caractère clos du béguinage et des maisons est toujours renforcé. Les logements construits contre le mur ne peuvent avoir de fenêtres du côté de la ville. Pour les maisons individuelles, habituellement à un étage, ce caractère fermé est également visible. Elles sont clôturées par un petit jardin, entourées d'un mur ou d'une haie, ce qui accentue le caractère de repli. Seule la partie supérieure des fenêtres comporte des carreaux, la partie inférieure est fermée par mauvais temps ou en hiver par un volet en bois. « Je vois, » dit l'officier. Et nous visitons également les maisons une fois par an pour constater quelles réparations sont nécessaires. L'habitante a comme devoir d'entretenir le toit et les murs, ainsi que l'aménagement intérieur. Dès que nous repérons des défauts, la béguine doit faire exécuter les travaux dans les 6 semaines, sinon je m'en charge pour le compte de la pensionnaire. L'officier prend des notes
tandis que la grande dame poursuit la justification de sa rémunération. J'ai personnellement d'autres responsabilités. C'est à moi que revient le devoir de trancher les différends éventuels, car, malgré les vœux d'obéissance, nous assistons parfois à quelques colloques véhéments entre ces dames. Et puis je veille aussi au respect des interdictions, de recevoir un homme, même en cas de maladie grave, d'inviter des gens à souper, ou de souper en ville, et de se rendre aux stations balnéaires. La règle prévoit que les béguines peuvent disposer de 15 jours de congé par an pour se rendre dans leur famille, et certaines en profitent pour visiter la côte. Mais ça, c'est nettement plus compliqué à vérifier, ni où, n'est-ce pas? L'inspecteur écrit, relit brièvement ses notes et questionne. Clotilde était-elle opposée à ce projet de fusion de la cour commune avec l'infirmerie? Oh non, pas du tout, au contraire. La justice, l'égalité, la simplicité étaient des valeurs chères à Clotilde. Elle était d'ailleurs la seule à refuser d'habiter une maison qui sied à notre rang de maîtresse. Elle ne cachait pas non plus son indignation qu'une des maîtresses précédentes, Marie-Françoise de Hamal, ait voulu faire du béguinage une retraite pour les classes riches. C'est à la demande de ces dames qu'un droit d'entrée de 100 florins est imposé à chaque nouvelle béguine depuis 1693. Lorsque s'arrête la voix de la grande dame, seul le balancement de l'horloge à pendule accompagne le frottement de la mine sur le papier que noircit le policier de ses notes. Il poursuit. Que faisait-elle de ces journées? Outre la direction de la cour commune, elle assistait les malades à l'infirmerie du béguinage ou parfois à domicile. Parlez-moi de sa personnalité. La sexagénaire réfléchit quelques secondes. Elle était dynamique, volontaire, active. Elle avait un sens profond des réalités matérielles, ce qui la rendait parfaitement efficace et pratique. Avait-elle des ennemis? Pas que je sache. Non, je ne vois pas, ajoute-t-elle après une seconde d'hésitation. Comme elle s'est tue, abîmée dans la réflexion, faisant rouler d'un mouvement machinal du pouce et de l'index la perle suspendue au pendentif qui repose sur son chemisier noir au col sage, François insiste. Dans l'ensemble, quelle béguine semble avoir le plus souvent de conflits? Oh, Barbara et Johanna cherchent facilement les brettes. Les disputes, dit Régina dans un petit rire. Imelda, quant à elle, peut se montrer tyrannique. Mais de là à dire qu'elles avaient un différend avec Clotilde, je ne le pense pas. Les deux premiers prénoms ne lui disant rien, l'enquêteur commence par la dernière. Vous m'avez bien dit qu'Imelda est la maîtresse de Terkisten. Qui est-elle? Pourquoi dites-vous qu'elle est tyrannique? Au fait, c'est le défaut de ses qualités. Terkisten, ou la table du Saint-Esprit, est la caisse d'aide aux démunis qu'organise et supervise Imelda, grâce notamment aux œuvres de charité. Elle a le sens des responsabilités et de la coopération. Diriger, commander, gouverner sont nécessaires à son épanouissement. C'est donc presque tout naturellement qu'elle a été amenée à occuper une fonction importante au sein de la communauté. Et les autres personnes que vous avez citées? Barbara est la directrice des institutrices et Johanna est blanchisseuse. L'inspecteur continue à griffonner dans son carnet. Y a-t-il au sein du béguinage des personnes particulièrement rancunières? Poursuit-il. Ah ben, Clotilde l'était, s'exclame spontanément la vieille dame. Elle se reprend aussitôt. Dieu ait son âme. À part elle, je réfléchis. Ah oui, la jeune Claire est assez rancunière. Claire, répète l'inspecteur une interrogation dans la voix, tout en notant sur son calepin. La chef des infirmières. C'est le surveillant qui est responsable des infirmières, mais il y a malgré tout une hiérarchie officieuse entre elles.
Elle occupe cette fonction depuis le décès de la plus âgée des infirmières, mais elle est encore fort jeune pour assumer cette charge. Marmonne l'inspecteur. Tandis qu'il réfléchit à la prochaine question, Régina ajoute sans transition « Oh, mais j'y pense, en toute confidence, le curé aussi peut se montrer tyrannique. Sa volonté est forte, parfois au point de tourner à l'obsession. Pensez-vous qu'il ait pu avoir une liaison cachée avec Clotilde ? Demande le policier abruptement. Oh, ma foi, je l'ai surpris plus d'une fois, l'air guilleret, repu et satisfait de l'homme qui a pu répandre sa semence, dit la sexagénaire sur le ton du secret. Elle a redressé les paumes des mains vers son interlocuteur tout en laissant reposer les poignets sur la table, puis les a aussitôt rabaissés, l'air de dire « Moi, je m'en mêle pas, mais je le dis quand même ». Le menton a suivi le mouvement. Comme le policier, complètement estomaqué, en a perdu la parole, elle, qui déteste l'injustice et le mensonge, poursuit. « Oh, les statuts stipulent bien que le curé doit se conduire de façon honnête et se garder de communions suspectes et de rapports confidentiels avec les béguines, qu'il ne peut aller manger chez elles, sauf permission de la grand-maîtresse, que les béguines ne peuvent pas non plus le recevoir dans leur propre maison, si ce n'est la porte ouverte. Mais on sait tous ce qui arrive tôt ou tard quand on s'oppose au penchant général de la nature, n'est-ce pas ? » Comme l'officier en reste quoi, muet de stupeur face au langage explicite de la grande dame, celle-ci continue sur sa lancée. Quant à savoir si c'était avec Clotilde, je ne le pense pas. Elle était très exigeante dans le choix d'un compagnon. Elle ne pardonnait aucune faiblesse. Comme elle était elle-même autoritaire, elle avait tendance à demander à l'homme ce qu'elle s'imposait à elle-même. Le pauvre Léon en sait quelque chose. « Ah bon ? Léon le maréchal Ferrand ?» réagit le policier en prenant note. « Oh oui, ce n'est un secret pour personne. Léon a toujours eu un bunch pour Clotilde. » Un bunch veut dire le béguin. Chacun sa façon de faire son deuil, j'imagine, songe François qui, par déformation professionnelle, établit automatiquement un lien en repensant à la sculpture que le géant venait de créer. Après avoir écouté longuement les précisions de la grande dame sur les professions, les lieux de travail et le domicile des prochaines personnes qu'il souhaite interroger, François prend quelques minutes pour noter les renseignements dans son calepin. Imelda, la maîtresse de Terkisten, le curé, Léon, les infirmières, collègues de Clotilde, et la maîtresse de l'infirmerie. Chez les dentelières, Francisca et Angèle papotent comme elles en ont l'habitude. L'adolescente est inquiète. « Pensez-vous qu'on retrouvera le coupable ?» « Je ne peux m'empêcher de voir et revoir la pauvre Clotilde, dit-elle, un sanglot dans la gorge qu'elle semble évacuer par une quinte de toux. « Oh oui, j'en suis persuadée, répond l'adulte. Les services de l'amant sont bien organisés. Vous savez qu'il est le chef justifié de la ville, n'est-ce pas ?» L'ado hoche la tête, plus par un mélange de crainte et de honte de ne pas le savoir en vérité. « Mais savez-vous qu'il occupe le second rang parmi les grands officiers du duché ? Le Mailleur de Louvain marche le premier, l'Écoutette d'Anvers le troisième, le Grand Bailli du Brabant wallon le quatrième et le Grand de Rossard du Limbourg le dernier. Il gère les chefs officiers des mairies et de la manie, nomme des sergents jurés pour maintenir l'ordre en ville et un officier de police dans chacun des villages de la banlieue. Et il désigne aussi les Handhüten. Vous savez qui ils sont ? Oui, les hommes armés de piques qui parcourent les rues la nuit avec de grands chiens. C'est ça. Les veilleurs de nuit qui vérifient aussi le respect de l'interdiction d'aller dans les rues sans lumière après la cloche de retraite. À chaque porte de la ville, la surveillance est assurée par des commissaires. Le service des gardes des remparts est garanti par les compagnies bourgeoises et le maintien de l'ordre est confié aux valets ou sergents jurés de l'amant. Il reste le clerc du sang que nous avons vu hier avec son pantalon moutarde et sa gabardine.
Il rend ses rapports à l'amant. Vous voyez donc que les services de police sont bien organisés, vous n'avez rien à craindre. Le mystère sera résolu un jour. Je suis optimiste.